en mouvement. Donc il fallait quand même faire une loi qui réponde aux aspirations du peuple malien. Dans la loi, ce qu'on peut retenir, c'est qu'il y avait un collège de désignation qui n'était composé que de 2 chefs et que de 2, en tout cas, institutions de gouvernement à travers le Premier ministre, qui n'est même pas d'ailleurs une institution. Il est Premier ministre, c'est le gouvernement, l'ensemble du gouvernement qui compose une institution. Donc le Premier ministre devait donner 4 et le président du CNT maintenant 3. Donc à partir de là, on a dit non, il faut changer. Nous entendons des rumeurs, des amalgames, des contre-vérités sur les réseaux sociaux en disant que nous avons écarté les Maliens établis à l'extérieur. Je m'inscris en faux contre ces allégations et dire qu'au contraire, c'est le CNT qui a encore ramené les Maliens établis à l'extérieur dans le jeu en donnant au moins un représentant comment on appelle, au Haut Conseil des collectivités où la Constitution, les articles 102 et 110 de notre Constitution donnent maintenant la représentativité des Maliens établis à l'extérieur à cette institution. Donc nous avons demandé à ce qu'il y ait au moins un représentant pour cette institution pour que les Maliens établis à l'extérieur puissent se reconnaître dans la loi. Et nous avons aussi donné 3 aussi au président au président de la République et aussi 2 au président de l'Assemblée et 4 aux partis politiques, bien entendu 3 à la société civile pour que toutes les forces vives de la nation puissent se reconnaître vraiment dans cette loi. Au-delà de ça aussi, l'administration territoriale qui avait été spoliée de son rôle d'organisation des élections, on a dit qu'ils ne vont pas participer à l'acheminement, à la centralisation et à la proclamation des résultats, mais quand même les rôles de civilité et bien entendu tout ce qui concerne l'organisation du territoire et la connaissance du territoire, il fallait quand même remettre l'administration dans son rôle pour éviter une crise entre l'EJ et puis les représentants de l'administration. Notamment, nous avons fait cela aussi. Et ce qu'on peut aussi retenir de cette loi, c'est que la circonscription électorale qui étaient les régions, nous avons dit que non, il faut ramener au cercle pour qu'il y ait beaucoup plus de représentants et de représentativité au sein du pouvoir parlementaire. Donc, au-delà de ça aussi, il était dit que l'EJ aussi pouvait bien entendu organiser les élections des syndicats et autres. Nous avons dit que non, ça aussi c'est pas bien parce que ces syndicats sont régis par des textes, il ne faut pas mélanger les pédales. Donc nous avons dit que non, il faut rester dans notre rôle. Et il y avait aussi le vote électronique qui, pour un pays où le taux de bancarisation tourne autour de 12%, où tout le monde n'a pas de téléphone, un territoire aussi vaste, 1 241 238 km² de superficie, où le terrorisme est presque partout, on a dit que non, une élection par vote électronique n'était pas bien séant pour l'instant, donc nous avons enlevé cela. Et aussi, nous avons ramené aussi le délai, par exemple, pour tout porteur d'armes, pour tout porteur d'uniforme qui veut se présenter. Au lieu de 6 mois, il peut démissionner à 4 mois et bien entendu se présenter. Et aussi le parrainage citoyen, nous l'avons supprimé parce que 25 000 personnes devaient, tenez-vous bien, parrainer la candidature d'un candidat à la présidentielle sur 11 régions différentes. Nous avons dit, mais nous sommes en réorganisation administrative, comment est-ce que nous allons différencier les régions et qui va, bien entendu, certifier ces signatures-là? Donc le gouvernement avait dit que c'était le président de l'élection, on a dit qu'il n'a aucun pouvoir pour, bien entendu, vérifier tout cela. C'était peut-être une corruption à grande échelle. Donc nous avons dit que non, on supprime tout simplement le parrainage citoyen et on reste sur l'ancienne loi où il y avait le parrainage des élus. Mais pour l'élection qui va bien entendu sanctionner la fin de la transition, le parrainage citoyen est supprimé et renvoyé pour les futures élections. Donc voici entre autres les grands axes que nous avons bien entendu. Mais est-ce que vous avez des réserves sur cette nouvelle loi? C'est vrai, il a parlé des innovations, mais à votre niveau, est-ce que vous avez des réserves à apporter à cette nouvelle loi électorale? Vous savez, une loi ne peut pas être parfaite, ça c'est évident. Nous avons quand même certains éléments dans la loi des amendements du CNT qui sont quand même sortis dans la loi promulguée, qui nous paraissaient pertinents. Okay. Mais il y a des amendements pour nous qui n'étaient pas assez pertinents. Donc, c'est un exercice scientifique entre le pire et le mal. On choisit toujours le mal. Le vote électronique, pour moi, tel que présenté dans la loi proposée par le gouvernement, c'était une possibilité. On dit que le vote peut être électronique. Donc, ce n'était pas dit pour cette élection, mais on ouvrait la possibilité. Dans un monde en perpétuel mouvement, je pense qu'il est nécessaire d'être assez futuriste. Donc pour moi, si j'étais à leur place, cet amendement, pour moi, ce n'était pas nécessaire.
le plafonnement des fonds de campagne, pour moi, c'était assez important. Et c'était un point sur lequel nous étions d'accord avec le gouvernement, qui a été amendé. Et sur ce point aussi, on a véritablement des réserves. Pour nous aussi, le fait de réduire la période de candidature pour les militaires, c'est assez suspicieux. Même si 4 mois et 6 mois, il n'y a que 2 mois, pour moi, ce n'était pas assez pertinent aujourd'hui de le toucher parce que ça a créé des suspicions autour. Donc, voilà quelques éléments sur lesquels je pense qu'on pouvait faire fi. Surtout, le plafonnement des campagnes est un dispositif important et le contrôle pour que ça diminue le poids de l'argent dans notre démocratie. Donc, pour moi, bien évidemment, hormis ces réserves, je pense qu'il y avait plus de points positifs que de négatifs à notre égard, et pour nous. Et quand vous partez, vous êtes écouté, vous dites ce qui vous semble être bon, mais on ne peut pas prendre tout ce que vous dites comme proposition. Oui. C'est pourquoi on dit entre le mal et le pire, on a choisi le mal, parce que le projet proposé par le CNT, les amendements du CNT, quand même, ont rendu le texte mieux que ce qui proposait le gouvernement, même si il y a certains articles du gouvernement qui ont été enlevés qui, pour nous, étaient des avancées majeures et qui ne dérangeaient pas véritablement les choses. Donc, il faut aussi noter qu'on parle dans une partie d'opposition et de majorité, alors que pendant la période de transition, il n'y a pas d'opposition et de majorité. Mais on peut travailler sur tout cela en mettant des critères tangibles. On dit aux partis politiques de donner 3 ou 4. Je pense qu'on peut travailler sur des critères tangibles. Et sur tous ces éléments, je pense que on pouvait, pour nous, au niveau de Yelema, ce n'étaient pas des amendements nécessaires et on pouvait les garder dans le dispositif pour rendre le texte encore meilleur. Encore une fois, pour le vote électronique, il était dit le vote peut être électronique. Ça ne veut pas dire que pour ces élections, on pouvait l'organiser. Donc pour moi, c'est des éléments qui pouvaient rester sans que ça dérange. Il y a des éléments qui ont été amendés qui sont un peu suspicieux. Ils pouvaient se défaire. Par exemple, garder dans la loi électorale que le militaire démissionne 6 mois avant les élections, ça ne posait aucun problème. Le fait qu'ils l'ont ramené à 4 mois, bon, ça amène les gens à se poser la question, quel militaire veut se présenter? Pourquoi ramener de 6 mois à 4 mois? Pour quel intérêt? Donc il y a toutes ces questions qui se posent, même si le moment de ce débat de la candidature n'est pas encore arrivé, mais on pouvait se priver de cette suspicion, ne pas faire cet amendement. Je souhaite juste apporter une précision. En fait, pour la candidature des militaires, c'est juste pour cette élection. Sinon, en principe, les 6 mois sont maintenus. Justement, maintenant, pour cette élection que pour les partis politiques aussi, c'est la même chose. Cette élection seulement qu'elle est... qu'elle est ramenée à 4 mois. Pour donner bien entendu une égalité des chances à tous les Maliens. Le projet de texte que le gouvernement... Entre 4 mois et 6 mois, parce que pour vous, il y a quelle différence? Bon, on a écouté des gens, on a écouté beaucoup d'entités, beaucoup d'organisations et nous avons jugé de façon équilibrée vraiment l'aspiration de ce que nous avons écouté. Et c'est ce que beaucoup de gens ont demandé et c'est pourquoi nous avons agi ainsi. Donc pour les partis politiques aussi, c'est des choses qui sont dites dans la loi, mais pour bien entendu les élections qui vont sanctionner la fin de la transition, ces aspirations, ces parties-là ne sont pas prises en compte. Maintenant, il faut reconnaître aussi qu'il y a des dispositions aussi qui sont prises en compte par la charte des partis politiques, qui bien entendu peut-être lors de la discussion avec le ministère de l'administration territoriale et des organisations et des partis politiques, peut-être qu'ils peuvent procéder aussi à la relecture de leurs textes. Aussi pour dire que bien entendu que le monde est toujours en dynamique, le Mali aussi n'est pas statique, donc on évolue. Et s'il y a des évolutions majeures à prendre en compte, la loi elle peut toujours être révisée. Par exemple, pour finir, les Maliens établis à l'extérieur, la Constitution dit bien entendu que ces Maliens sont représentés au niveau du Haut Conseil des collectivités. Et aujourd'hui, ils veulent être représentés dans l'Assemblée nationale. Donc, s'ils veulent venir, il faut une nouvelle Constitution pour prendre en charge cela, pour qu'ils puissent venir dans l'Assemblée nationale. Donc, si cela est fait, peut-être on peut aussi procéder à la relecture de la loi pour insérer cette disposition. Question peut-être journaliste, est-ce que cette loi électorale, cette nouvelle loi, c'est juste pour peut-être nous sortir de cette transition ou bien elle va toujours continuer désormais à régir un peu les élections en République du Mali? C'est vraiment pour... La question c'est pour vous deux. D'accord. Oui. Ok. Bon, allez. Je laisse le privilège à mon frère. Non, pas de problème. Moi, je ne suis pas politique, mais de ce que je sais, c'est vraiment une loi pour l'avenir. Okay. Amidou, il a parlé de vote électronique, il a tout à fait raison. Après, on peut relire la loi et insérer cela. Mais pour l'instant, compte tenu vraiment du taux
de technologie, l'innovation technologique de notre République, on sait que ce sont des dispositions qui sont extrêmement difficiles. Et si par exemple le gouvernement avait dit, bon, nous avons un contrat pour faire ça, or tout le monde sait que c'est difficile, ça pouvait créer un autre conflit. Donc l'essentiel pour nous, d'abord, c'est de sortir de cette transition, d'organiser des élections libres, crédibles, et transparentes et limpides. Et maintenant, en l'avenir, c'est bien entendu, c'est cette loi qui va continuer, mais elle peut toujours être réélue pour l'adapter à l'évolution du temps. Ok. Bon, pour moi, pour le vote électronique, c'est-à-dire la manière dont c'était formulé dans l'ancienne loi, ça ne dérangeait pas. C'est pourquoi j'ai dit ça ne valait pas la peine de le toucher. Parce qu'on disait peut être électronique. Ça montre que quand on sera prêt, on pouvait utiliser ce dispositif-là. Mais pour moi, la loi électorale va être modifiée encore avant la fin de la transition. Parce qu'on va toucher à la Constitution. Il y a certains éléments qu'on n'a pas pu toucher à la loi électorale, dans la loi électorale, parce que tout simplement la Constitution ne permet pas, peut-être pas de la toucher. Donc quand on va soit rédiger une nouvelle Constitution ou même réviser une Constitution, entre les deux, de toute façon, on sera amené à revoir. Il y a des questions comme le scrutin mixte pour les députés ou autre chose. Donc, ce n'est pas, je ne pense pas que ça va être la dernière version de la loi qui va régir les élections. Donc, pour moi, bien évidemment, il y a la possibilité que ça change. Et puis, une loi électorale change au fil du temps. Les réalités d'aujourd'hui ne seront pas les réalités de demain. Et le pouvoir qui viendra analysera et verra véritablement s'il faut garder. C'est pourquoi nous avons dit, lors des assises, quand on dit que c'était exécutoire, ça nous faisait un peu sourire parce que tu mets quelque chose aujourd'hui, un dispositif aujourd'hui, demain, les choses peuvent changer et le dirigeant qui vient peut penser autrement. Donc pour moi, véritablement, ce qui est important, avançons. Cette loi a été promulguée. Maintenant, avançons, essayons d'en tirer le meilleur et réfléchissons à la rendre encore plus perfectible au fil du temps, parce qu'aucune loi n'est parfaite, mais qu'on arrête avec des flèches politiques, avec de la manipulation, des suspicions. Véritablement, concentrons-nous sur l'essentiel pour qu'on puisse sortir de cette transition de manière vraiment apaisée. En fait, nous cherchons vraiment le consensus et l'inclusivité, d'où la démarche participative. Donc, nous sommes même très contents que la société civile, les partis politiques, les organisations des droits de l'homme et autres aient vraiment apprécié l'adoption et la promulgation de cette loi. Pour nous, c'est vraiment une satisfaction morale et personnelle qui est là. C'est vraiment la richesse de l'inclusivité. Le travail a été fait. Voilà, c'est ce que le président nous demande. Disons, pour un grand nombre de Maliens, c'est qu'ils retiennent un peu de cette nouvelle loi électorale, c'est l'organe unique de gestion des élections. Vous avez parlé de l'EIGE, mais en quoi ça va faire la différence avec ce qu'on avait l'habitude de voir, la CENI, la Commission nationale indépendante des élections, l'administration territoriale et puis la direction générale des élections. En quoi, cet organe unique de gestion des élections pourra peut-être faire la différence? Ou bien c'est le mélange de tout ça qui a donné l'organe unique de gestion des élections? Est-ce que vous pouvez nous parler dans un langage simple pour qu'on puisse comprendre à quel niveau on peut voir une différence et quelque chose qui peut renforcer le processus électoral? Moi, je ne suis pas politique, je n'ai jamais participé à une élection politique. Je pense que c'était... Vous n'avez jamais été candidat jamais. Pour être député, par exemple? Jamais. Ce n'est pas exclu, peut-être avec... Bon, vraiment, pour l'instant, je n'y pense vraiment pas. Franchement, ce n'est pas dans mon programme pour l'instant. Donc, c'est une demande forte de la classe politique et le CNT leur a écouté suivant la première monture que le gouvernement avait envoyée. Donc, ils ont parlé. Ils ont donné une définition vraiment de l'organe unique de gestion des élections. Le CNT a pris en compte tout ce qu'ils ont demandé et nous avons essayé du mieux que nous pouvons à amender et à trouver l'équilibre. Donc je pense que nous sommes très contents parce que nous sommes satisfaits des réponses données et des communiqués que les uns et les autres ont donnés. Donc peut-être c'est Amidou qui peut en tout cas nous aider bon, pour moi, ce qui était un problème majeur. Est-ce que c'était une recommandation phare, par exemple, du parti Élément? Nous, lors des différents forats, on a demandé toujours l'organe unique. Nous, parce que l'organe, en fait, c'est plusieurs formats. Ça peut être complètement indépendant, comme ça peut aussi être comme ça l'est aujourd'hui. Parce que la différence fondamentale, c'est qu'il y avait la multiplicité des acteurs dans l'organisation des élections. Ça règle ce problème. Parce que s'il y a la multiplicité des acteurs, ça rend la coordination difficile. Donc aujourd'hui, ce qui est rôle de CENI,
au rôle de l'administration territoriale, le rôle de la direction générale des élections, Oui. tout a été rassemblé au niveau de l'organe de gestion des élections. Et ce qui sort de cette loi est plus équilibré et plus pragmatique parce qu'on utilise un peu l'administration comme bras armé de l'effectif. Parce que c'est un peu illusoire de penser que pendant cette transition, on pouvait déployer l'organe complètement indépendant sur tout le territoire. Okay. Donc aujourd'hui, pour moi, c'est quand même assez pragmatique qu'on utilise l'existant, c'est-à-dire la DGE est comme une direction technique de l'actuel organe. L'administration territoriale, on peut utiliser le personnel de l'administration territoriale pour encore renforcer l'organe. La CENI, c'est comme l'organe unique en tant que tel. Donc pour moi, il y a quand même des avancées majeures. Mais quand on analyse l'histoire un peu des organes indépendants dans la sous-région, ça n'a jamais été indépendant au début. Au fur et à mesure, on le rend indépendant. Surtout qu'il y a certains dispositifs au niveau de la Cour constitutionnelle. Certains parlaient que la Cour constitutionnelle proclame les résultats définitifs. Même dans la version proposée par le gouvernement, ce n'était pas le cas parce que c'est tout simplement juridiquement impossible aujourd'hui. Il faudrait qu'on le change dans la Constitution pour pouvoir le mettre. Donc, ceux qui disent que l'organe sorti du CNT n'était pas indépendant, je dis que l'organe qui est rentré aussi au CNT n'était pas indépendant. L'organe est unique. Pour le rendre indépendant, de donner une certaine autonomie, c'est avec le temps et avec du pragmatisme qu'on y arrivera. Ce n'est pas en une année, 2 ans qu'on va pouvoir faire tout ça. D'accord. Maintenant, parlons on dit que les militaires, s'ils veulent participer à l'élection, peuvent démissionner